Les perspectives macroéconomiques de l'Afrique subsaharienne continuent de s'affermir. La croissance devrait s'accélérer principalement pour les pays exportateurs de pétrole, tandis que les pays pauvres en ressources naturelles devraient continuer d'enregistrer une croissance vigoureuse de 6% ou plus pour certains pays. Selon le dernier rapport sur les perspectives économiques régionales pour l'Afrique subsaharienne, publié par le Fonds monétaire international, les résultats macroéconomiques se sont améliorés. Mais il convient d'en faire plus pour protéger fermement la reprise contre les risques liés aux chocs intérieurs et extérieurs. Bonsoir à toutes et à tous. Pour mieux comprendre cette reprise et ses risques croissants, votre émission L'Entretien reçoit pour vous ce soir le représentant résident au Bénin du Fonds monétaire international FMI, M. Karim Baroumi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Merci beaucoup et merci beaucoup pour l'invitation. Je vous en prie. Alors, pour démarrer cet entretien, j'aimerais d'emblée vous demander comment se porte l'économie de l'Afrique subsaharienne. Je pense que vous avez fait une très très bonne introduction. Au fait, comme vous l'avez affirmé, les perspectives économiques de l'Afrique subsaharienne continuent de s'affermir, c'est-à-dire la progression qu'on a constatée au cours du printemps 2018 se confirme, avec une projection de croissance en 2017 à 2,7% et projetée à 3,1% en 2018, principalement expliquée et tirée par déjà une croissance mondiale qui est favorable, et aussi une hausse des prix des matières de base, c'est-à-dire il y a des ajustements au niveau national qui sont en train de se faire. Mais ceci étant, si vous regardez au-delà de 2018, à moyen terme, avec des politiques économiques qui demeurent inchangées, la croissance, le FMI prévoit une croissance de l'Afrique subsaharienne à 4%. Et je peux vous le dire d'emblée, c'est une croissance qui n'est pas suffisante pour atteindre les objectifs de réduction de pauvreté et atteindre une croissance qui est inclusive et durable. Parce que les 4% de croissance que je viens de mentionner équivaut à pratiquement 1,5% de croissance par tête, qui est pratiquement loin de certaines régions comparables à l'Afrique subsaharienne. Alors, quels sont les risques de dégradation des économies des pays de l'Afrique subsaharienne? Pour vous expliquer les risques, permettez-moi d'abord de vous expliquer pourquoi cette image dont vous venez de présenter, je veux dire entre guillemets, elle est incomplète. Certes, on a remarqué une continuité de croissance, mais si vous regardez d'un point de vue, disons, ajustement budgétaire qui s'est passé dans l'Afrique subsaharienne, c'est qu'on a remarqué que les coupes budgétaires qui ont été réalisées ont été plutôt faites avec des coupes sur les dépenses de capital. Et aussi tirées, on a eu une amélioration du déficit budgétaire parce que les recettes tirées des produits de base ont augmenté, au détriment d'un facteur très important qui est la mobilisation des recettes intérieures. Le FMI déjà a donné son avis sur ce point-là à travers ses perspectives économiques d'octobre 2018 ou du printemps 2018, pour lequel il y a unanimité à améliorer la mobilisation des recettes intérieures, parce que c'est un facteur important pour le développement de long terme, pour financer les dépenses prioritaires sociales et aussi pour financer les dépenses d'infrastructure. Maintenant, pour répondre à votre question, ces risques qui peuvent se manifester pour dégrader ces perspectives de croissance, on a tout d'abord les risques extérieurs mondiaux. Donc, il y a des risques que la croissance mondiale peut baisser. À cause, premièrement, peut-être d'une escalade des tensions commerciales entre les États-Unis, la Chine et la zone euro. Et l'Afrique subsaharienne est quand même une région exportatrice, donc une baisse de la demande extérieure peut affecter, peut agir. Et je pense que une autre chose, donc on en a parlé avant notre émission, c'est aussi
peut-être un durcissement des conditions au niveau de la finance internationale. Vous savez qu'il y a beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne qui ont émis des émissions souveraines sur le marché international. Et donc, avec un durcissement de la politique monétaire américaine, ça veut dire une hausse des taux, les eurobonds, peuvent aussi rendre la tâche difficile à certains pays de se refinancer sur les marchés internationaux et donc revoir leur ambition d'investissement à la baisse. Il y a ces critères, au fait, et ces facteurs qui sont externes. Maintenant aussi, il faut qu'on regarde un peu à l'intérieur de l'Afrique subsaharienne, quels sont les risques qui peuvent aussi atténuer ces perspectives de croissance. Déjà, il y a un facteur très important qui est caractéristique à l'Afrique subsaharienne. C'est quoi, à votre avis? C'est le problème qu'on a des conflits et les problèmes du terrorisme. Donc déjà, ça cause des pertes humaines considérables et ça amène aussi à certains gouvernements à retarder la mise en place de leur politique de développement parce qu'on est en train de dépenser de l'argent sur des mesures sécuritaires qui ne vont pas dans le développement du pays. Il y a un autre facteur très important aussi que les perspectives ont mentionné, c'est le niveau de la dette. Il y a une vulnérabilité liée à la dette dans l'Afrique subsaharienne. Il ne faut pas regarder uniquement le niveau, parce que même le niveau, en 5 ans, il a augmenté pratiquement de 20 points de PIB, mais c'est surtout les intérêts de la dette que les pays de l'Afrique subsaharienne sont en train de payer. On est en train d'atteindre le même niveau d'intérêt de la dette qu'on a eu dans les années 2000 et même dans la période de la crise financière de 2008. Et malheureusement, ces intérêts de la dette posent un fardeau parce que ça aurait pu être des ressources qu'on aurait pu utiliser pour d'autres dépenses de développement. Ça, c'est très important. À ce sujet aussi, j'aimerais bien insister sur un point très important. C'est que sur 35 pays de l'Afrique subsaharienne à faible revenu, nous avons 15 pays qui sont à risque de surendettement. J'espère que le Bénin n'en fait pas partie. Non, le Bénin n'en fait pas. Le Bénin est à risque modéré, est classé à risque modéré. Mais le Bénin est en train de faire aussi des réformes pour essayer de bien gérer sa dette. Peut-être qu'on en reviendra tout à l'heure si vous avez des questions sur le Bénin. Justement, à moins que vous n'ayez des choses à ajouter, j'aimerais bien qu'on aborde le cas du Bénin, notamment de l'économie béninoise. Elle se porte bien aujourd'hui, l'économie du Bénin? Au jour où je vous parle, donc, il y a eu une mission du Fonds monétaire international qui a séjourné récemment, durant mi-octobre, pour entamer les discussions de la 3e revue de la facilité élargie que le Bénin a signée avec le Fonds monétaire international en avril 2017. Donc vous le savez, je vais essayer d'expliquer au grand public à quoi une mission arrive pour voir exactement l'état de l'économie et l'état d'avancement des réformes. Le gouvernement béninois avait demandé au FMI d'appuyer les réformes via un programme triennal. Donc ce que je peux vous dire à travers les discussions que nous avons eues avec les autorités, à travers les données échangées, je peux vous dire que la plupart des critères de performance du programme du FMI ont été globalement satisfaisantes. Donc ça veut dire, dans notre jargon à nous, le programme est sur les bonnes rails. Autrement dit, les réformes que le gouvernement a engagées jusqu'à ce jour sont conformes aux recommandations du FMI. Au fait, je dirais le contraire. C'est le gouvernement qui a demandé au Fonds monétaire international de l'appuyer à mettre en place ces réformes. En fait, ce sont les réformes du gouvernement que le Fonds monétaire international essaye d'aider le gouvernement à les mettre en place par des conseils directs, par de l'assistance technique, donc à tous les niveaux, que ce soit dans le niveau des finances publiques, au niveau de la gestion de la dette. Bien sûr, il y a d'autres partenaires techniques et financiers qui sont ici présents au Bénin, donc comme la Banque mondiale ou la Banque africaine de développement ou l'Union européenne ou d'autres pays partenaires. Mais nous, c'est l'aspect macroéconomique pour lequel le gouvernement nous a demandé de l'assister. Mais je précise encore une fois, ce sont des réformes que le gouvernement veut mettre en place et qui est en train de mettre en place. Globalement, nous sommes satisfaits de l'état d'avancement de ces réformes sur différents domaines. Il y a encore du travail qui reste à faire. C'est un travail de longue haleine au niveau de la mobilisation
des recettes intérieures, au niveau de la gestion de la dette, au niveau de mettre en place des investissements qui sont efficaces, la mise en place de dépenses aussi sociales qui sont efficaces. Donc, il y a un progrès qui est fait, mais il y a du travail aussi qui reste à faire. Le gouvernement est conscient de ça. Nous avons aussi constaté des réformes qui ont été mises en place pour la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance. Donc, pour le moment, le programme est sur les bonnes rails et nous avons constaté des progrès. Alors, parlant des réformes, le gouvernement récemment, pour le paiement des impôts, on a aujourd'hui le télépaiement, la digitalisation. Ce sont des réformes quand même qui cadrent avec la vision du FMI. Bien sûr, le Fonds monétaire international est un fervent supporter de la mobilisation des revenus, des ressources intérieures. Comme vous le savez, parce que tout à l'heure, on vient de parler de l'endettement. Donc, un endettement peut être péril à la stabilité macro d'un pays. Donc, il faut que les pays de l'Afrique subsaharienne, et en particulier le Bénin, se focalisent plus sur la mobilisation des recettes intérieures. Vous savez, le problème qui existe, c'est que si vous regardez le niveau actuel des recettes et le potentiel, nous avons encore un écart. Le cas de l'Afrique subsaharienne, nous avons entre 3 et 5% du PIB d'écart par rapport au potentiel. Pour le cas du Bénin, nous avons encore entre 2 et 3% du PIB par rapport à l'écart. Et ces ressources-là serviront à financer des projets de développement, des projets sociaux, des projets d'infrastructure. Donc, ce que le gouvernement est en train de mettre en place, en particulier au niveau du ministère des Finances, c'est salutaire parce que l'utilisation des nouvelles technologies d'information, la digitalisation, la mobilisation des recettes, c'est quelque chose qui ne peut donner que des résultats positifs. Et il ne faut pas oublier un autre point, ça permet aussi de renforcer la gouvernance et d'éviter la corruption. Et dernier point, c'est très important parce que ça rentre dans le civisme fiscal. Vous êtes un citoyen béninois, vous aimeriez bien savoir la mobilisation à quoi sert l'argent. Donc il y a plus de transparence dans la mobilisation des ressources. Vous faites une déclaration d'impôt en ligne, vous savez exactement qu'est-ce que vous devez payer. Et donc on est au XXIe siècle. Donc ces techniques-là doivent être utilisées à bon escient dans ce domaine-là. Alors une question ou plutôt une action que le gouvernement béninois a menée, c'est le reprofilage de sa dette intérieure. Alors comment au FMI vous appréciez cette opération qui a été menée par le Bénin? En fait, il faut comprendre pourquoi le gouvernement béninois a fait cette opération de reprofilage. Si vous regardez la dette publique totale béninoise, elle est passée de 35% à 53%, principalement tirée par une dette domestique publique émise sur le marché régional. Donc, et la plupart de ces dettes-là étaient à des maturités très courtes. Donc, on revient au problème d'avoir des échéances très courtes avec des taux d'intérêt qui sont très élevés. Donc, le gouvernement nous a demandé de faire de l'assistance technique pour gérer la dette d'une manière très adéquate, pour essayer d'allonger les échéances de dette et de trouver un rééquilibrage du portefeuille de la dette entre ce qui est dette extérieure et dette intérieure. Donc, le reprofilage lui-même, c'est quoi? Ça consiste à emprunter de l'argent, et il faut préciser aussi qu'il y a la participation de la Banque mondiale dans cette opération-là. Donc, le gouvernement béninois est allé emprunter de l'argent auprès d'une banque commerciale avec des taux d'intérêt qui sont très inférieurs par rapport à la dette domestique, et cet argent-là a permis de payer une dette domestique de court terme, à l'équivalent de 3%. Le FMI, bien sûr, salue cette opération parce que ça a permis d'alléger le fardeau de la dette et probablement peut-être que le gouvernement, si l'occasion se présente, pourra continuer à faire cette opération, notre opération de reprofilage. Y a-t-il pas un risque? Un risque dans quel sens? Quand le Bénin paie une dette à court terme et contracte, on va dire ça comme ça, une dette à long terme, est-ce qu'il n'y a pas un risque pour le paiement à long terme? Ben non, parce qu'au fait, la différence entre les échéances, elles sont différentes. Vous n'êtes pas en train de prendre une dette à court terme pour payer une dette à court terme. Vous prenez une dette de 1 an à 3 ans pour payer vous prenez une dette de 7 ans, par exemple, ou 6 ans, pour payer une dette qui a des humains. Non, vous ne payez pas plus cher parce que les intérêts, déjà, ils sont faibles par rapport à la dette intérieure et vous avez plus de capacité de repayer parce qu'il ne faut pas oublier que vous êtes aussi des efforts de mobilisation des ressources intérieures. Donc, ça vous laisse de la marge
de manœuvre, c'est ça l'espace budgétaire. Ça vous laisse la marge de manœuvre pour pouvoir payer votre dette avec des échéances qui sont encore plus longues. Et en plus, il faut savoir que ces ressources, comme l'a annoncé le ministre des Finances, elles vont être, je veux dire, allouées à des dépenses sociales prioritaires et à des projets de développement. Donc, je peux dire, entre guillemets, c'est de la bonne dette et qui vont servir à des projets qui sont structurants. Alors, de la bonne dette, vous le dites si bien, mais comment accroître la résilience aujourd'hui et augmenter le potentiel de croissance du Bénin? En fait, c'est une très bonne question parce que cette amélioration de résilience n'est pas uniquement spécifique au Bénin. Elle est spécifique à toute l'Afrique subsaharienne. Mais si on se focalise sur le point d'un point de vue global, et je reviendrai sur le cas du Bénin. Déjà, je pense que, et les perspectives économiques de l'Afrique de l'Ouest le montrent très bien, c'est que chaque pays de l'Afrique subsaharienne doit réfléchir par rapport à ses propres spécificités. Est-ce que le modèle économique actuel est adéquat ou non? Ça veut dire quoi? Si vous êtes un pays qui est riche en ressources naturelles et vous dépendez fortement de ces ressources-là, donc vos recettes fiscales vont dépendre du prix de ces matières de base. Mais le problème, c'est que vous n'êtes pas diversifié. Il suffit qu'il y ait un choc sur les prix, donc vous allez directement faire des coupures budgétaires et donc vous allez voir votre croissance qui va se réduire. Par contre, si vous êtes une économie qui est diversifiée, vous avez plus de latitude, vous avez plus de résistance, vous êtes résilient à ces chocs externes qui vous permet d'avoir, entre guillemets, des coussins, des amortisseurs pour atténuer ces chocs-là. Pour le cas du Bénin, je pense que si vous regardez le PAG, le programme d'action du gouvernement, l'un des points importants du PAG, c'est la diversification de l'économie béninoise. L'économie béninoise, jusqu'à présent, dépend fortement de l'économie nigériane. Ce n'est pas un problème de dépendre, mais il faut que cette relation soit aussi une relation d'intégration commerciale. Vous avez 200 millions d'habitants au Nigeria, donc si vous avez une économie qui est diversifiée, vous pouvez avoir encore plus d'exportation par rapport à ce pays. Mais ceci étant, le Bénin a un potentiel, fort potentiel, inexploité dans différents secteurs. Vous prenez le secteur agricole. Il y a un potentiel qui est inexploité. Donc une amélioration de la productivité du secteur agricole peut rajouter de la valeur à l'économie béninoise. Vous avez le secteur industriel qui n'est pas très bien exploité. Vous avez le secteur du tourisme. Je pense qui actuellement est en train d'être... voilà, donc c'est un secteur aussi qui pourrait être source et porteur d'une croissance additionnelle. Ce que je veux vous dire, c'est que la diversification, promouvoir la diversification économique est primordiale. Il y a un deuxième point important aussi, c'est l'amélioration de l'environnement des affaires. Il faut créer un environnement sain pour que le secteur privé aussi puisse contribuer à la stratégie de croissance. Ça, c'est très important. Donc, ça passe aussi par des réformes, parce que, comme vous le savez très bien, dans le PAG, vous avez 40% d'investissements qui seront menés par les autorités et 60% qui seront menés par le secteur privé. Donc, une participation accrue du secteur privé est très importante. Alors récemment, on sait quand même que le Bénin a produit du maïs, des céréales à un taux très élevé, au point où on en a exporté vers d'autres pays de l'Afrique. C'est bon signe? Bien sûr que c'est bon signe parce que ça permet de diversifier votre panier d'exportation. Vous n'avez pas uniquement le coton. Donc si vous commencez à exporter le maïs, commencez à exporter l'ananas, la noix de cajou, le soja, tout ça, ça fait des ressources supplémentaires à l'État et ça permet de rendre votre économie plus résiliente. Et ça a aussi un impact aussi interne parce que lorsque vous produisez un produit alimentaire aussi qui est utilisé par les Béninoises et Béninois, ça permet aussi d'avoir un effet sur le prix. Si vous êtes arrivé à exporter, ça veut dire que la quantité a pu suffire déjà à la demande intérieure et ça se reflète sur les prix. Voilà, donc c'est très important. Alors, dernier aspect de notre entretien, le FMI est au Bénin depuis juillet 1963, donc disons environ 55 ans déjà. Et donc, le FMI fait beaucoup d'actions au Bénin. Dites-nous aujourd'hui quelles sont les actions fortes que le FMI a posées déjà au Bénin. Déjà, le FMI, au Bénin, le Bénin fait partie des 144 membres du FMI. Donc, il y a déjà des relations entre le Fonds monétaire international et les différents gouvernements béninois à travers
des programmes économiques appuyés par la facilité élargie du crédit. Donc, c'est des programmes qui aident le gouvernement à mettre en place ces réformes. Il y a aussi un appui à travers l'assistance technique. Donc, à la qualité de conseil et à l'assistance technique, vous avez différentes régies qui demandent de renforcer les capacités. Donc, par exemple, à titre d'exemple, nous avons, pas très loin d'ici, à Abidjan, le centre d'Afritac Ouest, qui est situé à Abidjan, et que récemment, ce centre-là est en train d'organiser un séminaire de haut niveau à Cotonou, dans lequel vous avez des participants de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, y compris la Mauritanie et la Guinée-Conakry, qui participent à ce atelier de haut niveau qui vise à renforcer les capacités. Donc il y a cet aspect d'assistance technique. Mais il y a aussi quelque chose que peut-être le public ne connaît pas, c'est aussi le rôle du FMI dans le développement des capacités à travers les formations externes. C'est-à-dire qu'il y a des cadres béninois qui peuvent voyager à Washington ou qui peuvent voyager dans n'importe quel autre pays d'Afrique pour bénéficier de formations que le Fonds monétaire international fournit à ces cadres-là de la fonction publique en général. Une nouveauté qui a commencé en 2013, c'est de rendre cette formation externe plus inclusive, plus intégrée et innovatrice. Inclusive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les pays du monde doivent en bénéficier. Mais je tiens à dire ici que le plus grand bénéficiaire de cette formation externe, c'est les pays de l'Afrique subsaharienne. Intégrer, pourquoi intégrer? Il faut que cette formation soit en lien avec les besoins des pays. De différents pays. Différents pays. Il y a un programme, il y a de la surveillance, donc comment je renforce les capacités? Et l'innovation, et c'est ça le point important aussi qui nous concerne ici, c'est que maintenant, depuis 2013, le FMI organise des formations en ligne. Et ces formations en ligne ne sont plus destinées uniquement aux fonctionnaires de la fonction publique, aux cadres, mais à vous aussi en tant que journaliste, aux étudiants, aux universitaires. Et à ce titre-là, je tiens à remercier les autorités béninoises de m'avoir accordé les locaux. Si vous êtes au courant, la directrice générale du FMI a inauguré en décembre 2017, au cours de sa visite au Bénin, les locaux du Fonds monétaire international à Cotonou au sein du ministère des Finances, pour lequel nous avons mis en place une salle de développement des capacités en ligne, pour lequel c'est ouvert à tout le monde, et aussi une bibliothèque en ligne pour que les étudiants, les universitaires, les académiciens, vous journalistes, pouvez venir au bureau du FMI, voir les différentes documentations qui sont importantes. Et je peux vous dire, depuis l'ouverture de la salle de développement des capacités en ligne, le nombre de participants béninois a augmenté de 140%. Donc il y a une demande très forte. Il y a une demande très forte et le FMI est toujours présent pour répondre à ces besoins de développement de capacités. Nous organisons au sein de notre bureau 2 fois par an des journées portes ouvertes pour faire connaître à tous les Béninoises et Béninois notre travail, les actions que nous faisions. Donc pour résumer, ce que vous êtes en train de dire, ce n'est pas uniquement un travail d'accompagnement du gouvernement dans sa mise en place des réformes, mais un travail aussi important dans le développement des capacités, non pas pour les cadres de l'administration, mais aussi pour toute personne intéressée, qui soit journaliste, qui soit étudiant, et qui soit travailleur dans le secteur privé. Donc c'est pour ça que je vous parlais de l'inclusivité dans cette stratégie. Mais pourquoi avoir pensé à cette innovation-là? Parce que le Fonds monétaire international et notre directrice générale croyons qu'on ne peut pas avancer dans la mise en place de réformes et dans le développement d'un pays sans renforcer les capacités. C'est quelque chose de très important. Le développement des capacités va vous permettre d'aller de l'avant et de faciliter la mise en place de vos réformes et de comprendre pourquoi cette réforme doit être mise en place, c'est quoi son intérêt. Donc si vous n'avez pas la technicité, si vous n'avez pas les connaissances requises, je vous donne un exemple simple. Vous ne pouvez pas mettre en place un budget sans comprendre quelles sont les composantes d'un budget. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi vous devez élargir votre assiette fiscale si vous n'avez pas en tête que ces ressources supplémentaires vont aider au développement du pays. Donc pour moi, développement d'un pays
passe par le capital humain, et capital humain nécessite un développement des capacités. Alors, mais quelle est la place du secteur privé? La place du secteur privé dans le développement des capacités. Oui. Oui, le secteur privé, comme je l'ai dit, est le bienvenu. C'est-à-dire que si dans le secteur privé, il y a un besoin de développement des capacités, nos bureaux sont ouverts pour ça. Les cours en ligne, c'est des cours qui sont ouverts à tout le monde. Secteur privé, secteur privé, public, avocats, journalistes. Donc tout le monde est le bienvenu. Notre bureau fait des annonces. Par rapport à ça, on a une mailing list pour lequel on annonce le déroulement des cours. Et pour vous dire, c'est fait sur un site web qui est ouvert à tout le monde. Il suffit que vous arriviez avec votre adresse email et donc vous recevrez tout le temps les différents cours avec un calendrier qui est flexible et avec une certification qui va vous permettre de justifier que vous avez eu ce cours. Donc c'est pour ça qu'au début, j'ai commencé par le mot inclusif. Il n'exclut personne. Merci à vous, Monsieur Karim Baroumi. Vous avez un mot pour conclure cet entretien? Je tiens à vous remercier pour m'avoir accordé cette entrevue, pour vous parler un peu du programme du FMI avec le gouvernement béninois, un peu des perspectives économiques de l'Afrique subsaharienne et surtout mettre en avant les aspects de développement de capacité, que le Fonds monétaire international y travaille ardemment et que notre institution continuera de faire des efforts supplémentaires pour que ces formations soient encore plus inclusives. Merci. Donc, Monsieur Baroumi Karim, vous êtes le représentant résident au Bénin du Fonds monétaire international. C'est la fin de votre émission L'Entretien. Vous l'avez compris, pour accélérer et soutenir une dynamique de croissance inclusive, les gouvernants doivent promouvoir la diversification qui privilégie le capital humain et stimule la productivité. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez votre émission sur la chaîne YouTube de l'ORTB. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro.